Grande journée culturelle, Cheikh Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire. Grande journée culturelle, Cheikh Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la première chaîne IPTV du Sénégal, Al Mouridiyyah TV depuis Hizb ut-Tarqiyyah Touba. En prélude aux préparatifs et à la préparation des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai le plaisir de vous recevoir une fois de plus ici sur le plateau de l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, une thématique d'expertise scientifique. Je reçois Cheikh Diop. Cheikh Diop, bonsoir. Bonsoir Hassan. Permettez-moi de saluer votre fidèle auditoire, ceux qui vous suivent au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. De faire le ziar à l'endroit du Khalife général des Mourides et de prier pour que le bon Dieu l'assiste et lui accorde une longue vie et une santé d'affaires. Cheikh Diop est expert en planification et en développement, mais aussi spécialiste du développement durable. Et après, je veux saluer M. Gabou Gueye, qui est connu sur le plan international comme un expert sur le développement durable. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, Serigne Hassan, et tout le plaisir d'être avec vous dans ce temple de développement qui me rappelle beaucoup de choses sur mon cursus du passé et qui me donne aussi une grande satisfaction morale d'avoir participé à une œuvre aujourd'hui qui a de l'influence dans ce que j'ai de plus cher dans le monde, le mouridisme. Alors, merci beaucoup, nous allons y revenir. Et j'ai avec moi aussi M. Ibrahima Keita, qui est le secrétaire général de la direction générale de Hizb ut-Tarqiyyah et qui aujourd'hui sur ce plateau-là représente le comité directeur. Bonsoir, M. Keita. Bonsoir Hassan, c'est pour moi un plaisir de partager le plateau avec des experts de la carrure de M. Gabou Gueye et de M. Cheikh Diop. Je salue au passage tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah au Sénégal et à l'étranger. Merci. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de traiter une thématique qui va nous mener dans un débat, je pense, intéressant, c'est-à-dire la problématique du développement durable. Et plus précisément pour ce thème, mouridisme, levier du développement durable. Mais avant d'aller en profondeur dans les questions de fond, de concept, je voudrais bien aujourd'hui avec M. Diop parler du concept de développement. Aujourd'hui, comment est-ce que dans le fond, de façon scientifique, ou en tout cas accepté à travers le monde entier, qu'on devrait comprendre ce concept-là de développement? Bon, Hassan, de manière triviale, on peut définir le développement comme étant une amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population. Donc c'est un concept qui renvoie à l'organisation sociale servant de cadre à la production du bien-être. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas rester dans la théorie, Seigneur Abdoulaye avait dit que en créant le monde, le bon Dieu n'avait pas prévu autre chose que de l'eau et de la terre, donc le sol. Et tout ce que l'homme pouvait organiser, pouvait utiliser pour régler ses besoins vitaux, était tiré de ces deux ressources, donc la ressource hydraulique, la ressource hydrique et la ressource pédologique. Et pour caricaturer, il avait dit que si c'était un animal qui devait creuser pour habiter, donc il devait faire l'effort de creuser pour habiter. Si c'était un oiseau qui devait nider, en tout cas pour loger, il devait ramasser des branchages pour faire son nid. Et si c'était l'homme, il doit s'évertuer donc à ramasser du bois, ramasser des briques pour en tout cas bâtir son habitat. Pour dire que maintenant de la chasse à la pêche, à la cueillette, les gens en se sédentarisant ont pu en tout cas organiser tout ce qui leur permettait de vivre, donc avec l'agriculture, tout ce qui leur permettait de se déplacer, donc dompter des animaux et autres, donc pour effectivement donc régler leurs conditions et la qualité de leur vie. Alors, donc ça c'est côté, je dirais, synthèse de base sur le concept du développement. Et moi j'ai une question, j'ai envie de poser une question à M. Gabou Gueye. C'est en relation avec le besoin d'ajouter
ce concept de durable à développement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens se soient rendus compte qu'il fallait ajouter à ce développement-là le concept de durable? Qu'est-ce qui s'est passé? Y aurait-il un échec ou s'agissait-il juste d'un besoin vital pour parler de développement durable? Mais effectivement, les gens se sont rendus très vite après le développement industriel qu'on allait vers les catastrophes, qu'on allait nous empoisonner. Les industries qu'on est en train de créer sont en train de nous empoisonner. Que la société de consommation issue de ce développement industriel est en train de nous robotiser. Et avec même des talents d'animal, où la sexualité était élevée à un niveau de commercialisation, ce qui était plus éthique, et la notion d'éthique est venue. Et c'est là où aujourd'hui le mouridisme peut jouer un rôle, ou est en train de jouer un rôle qui est fondamental dans le développement durable. Parce que le développement durable, c'est l'éthique, c'est l'éthique. L'éthique est différente de la morale. Donc, nos piliers de développement dans la philosophie, on dit au-delà de l'éthique, le don. Au-delà de l'éthique, le don. Parce que l'éthique, c'est ce qui est, dans notre relationnel, c'est ce qui est propre et décent. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qu'on appelle le don. Et le don est l'instrument de développement que les Russes se sont appropriés pour développer tout bas. Mais en dehors de cela, ce développement, nous l'avons vécu, c'est un développement qui n'était pas humain. C'est un développement qui nous rendait plus asservissantes et connectés sur l'Europe, qui nous européanisés, qui nous occidentalisés. Et moi-même qui vous parle, peut-être je suis d'une génération je n'aimais pas porter mon nom, j'ai porté le nom de Johnny Jean-Marie Carletto, j'ai porté le nom ainsi de suite, on portait des noms, les noms de Dakar étaient ainsi de suite, et il y avait, donc non seulement c'est une révolution qui mettait tout le monde était asservi par l'Occident, et l'Occident même ne se retrouvait pas. Et il était générateur de guerre, tout était toxique, ainsi de suite. Mais il fallait arrêter. Et le premier rapport du développement durable qui s'est tenu en 1972, c'était halte à la croissance. C'est le rapport Meadows. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de débats entre le Nord et le Sud. Ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Le Nord avait comme objectif d'assainir leur environnement. Ils savaient qu'ils étaient condamnés. Parce que les ressources qu'ils sont en train d'utiliser ne sont pas inépuisables. Ce sont des ressources qui ont des limites. Et ainsi de suite. Et on est en train de carboniser l'oxygène sur lequel, je pense que Cheikh a parlé de l'oxone. L'effet de serre, on est en train de détruire ce qui nous protégeait. Et c'est que dans le Coran, je ne suis pas très fort en Coran. En fait, ça veut dire que la croissance... Voilà, il y a des protections dans les cieux. La croissance était devenue... est arrivée à un niveau ultime de dégradation. De robotisation de l'homme, d'asservice de mettre l'homme à un niveau animal, et ainsi de suite. J'étais parlé. Quand on a de commercialisation du sexe, ça c'est de la pornographie, et tous ces termes sont venus de ce développement, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, le développement. Donc vous voyez que le développement durable, c'est la première chose, c'est halte à la croissance. On est en train de croître effectivement, mais c'est une croissance malsaine. Maintenant, il faut qu'on freine et qu'on s'oriente vers un autre développement. Et c'est là où, Hassan, je vous le disais tout à l'heure, c'est important, en 2002, je pense que les Nations Unies ont donné comme objectif à l'UNESCO de faire un autre plan pédagogique pour réorienter le monde sur les chantiers du développement durable. Donc, et ça c'est important, le rapport, l'UNESCO l'a commencé en 2014, en 2004 et on a terminé en 2014. En lisant le rapport, Hassan, je te l'ai dit, je me crois être dans le Dara de Serigne Salou. C'est ce que le Dara. Donc on se dit, dans le 3e millénaire, l'homme on est unidisciplinaire. Or, dans le 3e millénaire, il faut être transdisciplinaire. Tu vois, tu es dans une école de l'agriculture, on te dit, toi tu fais élevage, toi tu fais pêche, toi tu fais maritime, ainsi de suite, océanographie, et ça, toi tu es agriculteur, ainsi de suite. Or, ça c'est banni. Donc c'est la plus disciplinante. Et tu vois, dans le Dara de Serigne Saliou, les gens sont éduqués à tout faire dans les champs. C'est pourquoi l'informel aujourd'hui est en train de battre du record
est en train d'impulser le développement du Sénégal et que le développement, l'économie formelle est en train de s'abattre. Alors, donc c'est une problématique très très intéressante parce que de toute façon, ça fait appel à cette relation entre l'approche théorisée, qui finalement doit avoir comme finalité une applicabilité, en tout cas une mise en œuvre, et l'approche inverse qui a été, comme vous l'avez dit, celle de Seigne Touba, ou en tout cas réhabilitée par Seigne Saliou. C'est la chose qui a été faite, en tout cas sur le terrain, de façon tangible, et qui pourrait servir de base pour une théorisation par une déclinaison à travers les études. Alors donc je voudrais bien revenir avec Serigne Ibrahima Keita sur la relation, parce que nous avons parlé de développement durable, mais nous avons parlé de mouridisme. Il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que dans les annales, les gens se diront, mais alors, qu'est-ce que cette appellation, le développement durable défini dans sa vocation scientifique, théorisée par les études, et qui aujourd'hui, en annexe, est accompagné de ce mot mouridisme, levier. Alors, quelle corrélation? Merci Hassan. La corrélation, avant d'aller en profondeur dans le sujet, moi je vais revenir sur le libellé même. On a parlé de mouridisme en tant que levier du développement durable. Mais il faut s'interroger d'abord de ce qu'est le mouridisme. En principe, on ne peut pas donner une définition plus complète que celle-là donnée par le fondateur du mouridisme lui-même. Il a défini le mouridisme comme n'étant pas une confrérie ou une tariqa, ou en tout cas quelque chose de local, national, ou en tout cas de cloîtré dans un confinement quelconque. Donc, le mouridisme, selon son fondateur, c'est une réhabilitation des valeurs de l'islam originel. Et on se rappelle les mémorables sermons de Serigne Abdou Lahad qui nous rappelait en précisant que le fondateur du mouridisme même avait dit qu'il n'a pas fondé une confrérie et qu'il avait réhabilité la voie du pacte d'allégeance, cette voie-là qu'avait suivi scrupuleusement le prophète et ses compagnons. Fort de cela, moi je pense quand même qu'il faudrait remettre les choses à leur place en parlant de l'islam dans sa globalité, puisque le mouridisme n'est que réhabilitation de l'islam original. Donc je vais de ce pas repréciser le sujet en prenant peut-être l'islam comme levier, mais en prenant l'exemple du mouridisme concrètement par les actes. Parce que le fondateur, comme ses successeurs, ont posé des actes qui s'inscrivent dans le sillage d'un développement durable. Alors, très bien. Cela veut dire simplement que le mouridisme doit être donc ensemble connu dans le sens justement d'un prétexte en tout cas de mise en application de l'islam comme levier du développement durable. Exactement. Maintenant, en parlant de développement durable de façon aujourd'hui universitaire, ça s'enseigne comme des modules qui sont définis, qui ont une certaine organisation, une structuration scientifique. Il y a des arcanes qui aujourd'hui font qu'on puisse dire que oui, telle approche est dite approche de développement durable, elle est donc bonne ou elle ne l'est pas selon que la chose ne soit pas en relation avec les normes qui sont définies. Alors aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'expert, en tout cas spécialiste en développement durable, vous pouvez revenir sur ces arcanes-là qui juxtent justement ce concept de développement durable? Tout à fait, Hassan. Je crois que le développement tout court, je crois que Gabou est largement revenu là-dessus. Les gens se sont vite rendus compte que ça ne pouvait pas toujours porter le bien-être qui était recherché au-delà de tout. Parce qu'effectivement, c'est vertu. Parce que le développement doit être un développement vertueux pour être un développement qui sert à la communauté. Et ça a beaucoup manqué dans, en tout cas, le développement tout court qu'on a connu. Et c'est pourquoi on a voulu en tout cas faire en sorte que ce développement soit un développement durable, donc un développement qui s'inscrit dans la pérennité. Là, il y a des piliers, comme vous l'avez dit, qui doivent sous-tendre en tout cas ce développement-là. C'est d'abord l'efficacité économique, parce que généralement, ce développement s'appuie sur des ressources. Gabou l'a dit, des ressources qui ne sont pas inépuisables. Donc si il faudrait mettre à contribution des quantités énormes de bois, des quantités énormes de ressources naturelles pour produire un bien-être. Et si on doit répéter ça durant plusieurs années, c'est vrai qu'aujourd'hui ou bien dans le court terme, on peut avoir
de la croissance. Encore une croissance qui peut ne pas servir aux communautés locales. Parce que l'essentiel des industries qui transforment, c'est des industries qui servent généralement à des pays qui ne sont pas les pays d'où proviennent ces ressources. Oui. Donc ça crée de la croissance locale, ça booste le PIB, mais ça ne crée pas, en tout cas, un bien-être aux communautés qui sont proches de ces ressources-là. Donc l'efficacité économique est quelque chose de fondamental comme pilier en termes de développement local. L'équité sociale, je crois que c'est injuste que les gens amassent beaucoup d'argent au sein d'un pays, alors que les populations qui sont proches de ces ressources-là ne puissent jouir, en tout cas de ces ressources-là, de ces retombées, de ces bienfaits. Les gens sont en train de corriger avec la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Mais encore que c'est encore epsilon par rapport à ce qu'aspirent, en tout cas, ces populations. Mais encore une fois, l'équité sociale est fondamentale pour la satisfaction des besoins essentiels de l'humanité dans le domaine de l'alimentation, de la santé et autres. Il y a aussi la qualité environnementale. Et ça, c'est ça qui était véritablement le fondement qui a guidé les gens à dire, c'est vrai, faisons du développement, mais que ce soit un développement soutenable. En anglais, c'est même sustainable development. Yeah. Donc, c'est comme ça qu'on traduit en anglais. Exactly. Donc, il faudrait qu'on n'entame pas, qu'on n'utilise pas les ressources au-delà de notre capacité de renouvellement. Au niveau de la pêche, l'exemple est patent. On signe des accords avec des pays européens sans pour autant connaître la capacité de nos ressources halieutiques. Pour satisfaire aussi nos besoins de consommation, en tout cas de protéines, en protéines animales, nos pirogues se voient délivrer des licences sur des bases qui ne sont pas scientifiquement reconnues. Donc tout cela amène à reposer ce développement pour que ce soit durable autour de ces trois piliers-là. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'il faille mettre en place aussi des principes. Peut-être on va revenir là-dessus durant le débat. Mais au-delà des piliers, il y a aussi des principes qui sous-tendent effectivement ce développement-là. Et justement, c'est sur ces principes-là que je voudrais aborder une question fondamentale, qui est la question de la relation aujourd'hui, j'allais dire étymologique, entre mouridisme et développement durable. Seigne Gabou, vous êtes par exemple dans un établissement universitaire, vous êtes interpellé par les étudiants, vous leur parlez de mouridisme et de développement durable, encore faut-il donner des preuves. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la relation de fond, de façon pratique, en termes d'exemples tangibles qui pourraient justifier la relation de fond et d'essence entre le mouridisme et le développement durable? Il y a tellement de connexions aujourd'hui. Si ce n'était pas le mouridisme, je pense que nous, non seulement la pauvreté au niveau du pays allait connaître des échelles gigantesques et quelquefois même tragiques. Vous vous souvenez de la sécheresse de 1973. Tous les villageois qui venaient, ils affluaient vers Touba. Touba s'est agrandi par l'exode rural. Donc, la problématique de Touba, c'est comment une ville, et c'est un document, une ville, Touba, le paradoxe de Touba, une ville faite par des ruraux. Le paradoxe c'est par des ruraux, Dakar est fait par des fonctionnaires, par des gens qui ont pouvoir d'achat. La notion de pouvoir d'achat est venue de l'emploi, du salariat. Donner à un gars pouvoir d'achat, vivre aux Almadies, ça te revient, tu connais le pouvoir d'achat, vivre aux HLM et ainsi de suite. Mais Touba, tu vois aujourd'hui comment, moi par exemple, à Tanzil, je côtoie des gens qui sont en charrette, moi je suis peut-être en Mercedes, d'autres qui n'ont même pas le moyen de faire des clôtures. Comment les pauvres et les gens qui ont au niveau du pouvoir d'achat cohabitent dans la solidarité. Et pourtant, ce sont nos enfants qui sont ensemble. Mais dans d'autres, les gens sont campés. Même à la Mecque, C'est pour cela aujourd'hui, l'exemple du Mouride est important. La Mecque avait comme vocation d'universaliser les gens. Parce qu'à Arafat, si les gens, on barre les inégalités à Arafat, pour que tout le monde ressemble, ça te rappelle le jour dernier de Dieu. Oui. Mais si après tout le monde reprend dans son ainsi de suite VIP, et le luxe, mais dans les inégalités. Oui. Or, tu vois le Magal de Touba qui est une conception. Tous ceux qui viennent faire le pèlerinage, ils sont intégrés dans la famille et se côtoient pour tisser une solidarité
entre les musulmans. C'est donc pour la cela, solidarité. de tisser une solidarité, que ce soit l'européen, le réceptacle. En tant qu'élément du développement durable. Dans les concepts même islamiques, les pays, Oui. le pèlerinage à la Mecque, son réceptacle, c'est l'État. Oui. Donc les gens viennent et logent dans des hôtels. Donc c'est le business qui est plus qui profite. Mais le Magal de Touba, le réceptacle, c'est la famille. Oui. Que tu sois japonais, que tu sois malien, ainsi quand tu viens, vous n'êtes pas cloisonné. Oui. C'est pour cela que je disais que, Seigneur Abdou Khadr avait dit à quelqu'un, tu disais que le Magal, il faut faire une taxe pour les les pauvres. Il dit qu'à Touba, nous, on n'a pas besoin de taxes pour les pauvres. Nous vivons avec les pauvres, avec eux. Donc, nous, nous, miskin, nous, en Wolof plus pur, parce que quelquefois, en Wolof, donc, vous voyez l'exemple du mouridisme dans la lutte contre la pauvreté. Non seulement dans l'exode rural, on a absorbé tous les villageois qui n'avaient pas les moyens de vivre. Ceux qui sont venus à Dakar, ils sont dans les banlieues, méprisés, et disant que l'exode rural est un fléau au développement local. Ces termes, vous les connaissez. Oui. Ceux qui sont venus à Touba, non seulement on a donné un terrain gratuit pour qu'ils vivent, mais le marabout est venu en apport, c'est ça, des camions de riz, des rails Aïnak, ainsi de suite, et mettre à leur secours, même dans les hôpitaux. Oui. Donc Touba est un exemple vraiment unique dans le monde, je dis dans le monde, oui, d'accompagnement de la pauvreté. Et le développement durable, un des objectifs les plus fondamentaux du développement durable, c'est la lutte contre la pauvreté. Oui. Et aujourd'hui, comment Touba a couvé les commerçants qui sont actuellement, allez-y à Sandaga, qui est un berceau de développement de Dakar. Aujourd'hui, quand la douane, les murailles douanières, qu'est-ce que c'est? Que c'est protéger les grandes entreprises occidentales pour faire de l'huile, pour faire du sucre à Mimaran, ainsi de suite. Et tous les villageois étaient dans le cordon de Touba. Touba les a sevrés jusqu'à ce qu'ils soient protégés contre les agressions républicaines qui n'ont aucune justification de protéger les grandes entreprises occidentales. Touba les a sevrés ici à Marseille-Ocas, il les a déversés à Sandaga, qui est un des berceaux économiques du développement économique. Donc les plus riches, et aujourd'hui si on a le groupe CCBM, un des plus riches, c'est des gens, c'est des exemples que Touba a contribué beaucoup aux richesses de ce pays. Et le développement durable, c'est ça, être utile à son environnement. Oui. Et Touba en est un exemple le plus éloquent. Alors, donc ça, c'est une question importante parce que vous avez parlé de la lutte contre les inégalités, de la lutte contre la pauvreté, mais surtout de la façon dont Touba a permis de vivre dans la solidarité, en accueillant les gens partout. En accueillant les misères de la sécheresse. Tout le monde se sont les grands villages autour de Touba, tout le monde pendant la sécheresse, il n'y avait rien. Oui. Peut-être vous étiez trop jeune, c'était en 113, peut-être certains n'étaient même pas encore nés. Mais voilà, n'étaient pas encore nés. Mais c'était la grande disette, je ne sais pas, c'est en France, c'est comme ça. Oui. Mais Touba s'est agrandi. Oui. Et ce qui est extraordinaire à Touba, moi, les nouveaux arrivants. Oui. Et Serigne Abdoulaye a dit, Mourid Bogis, moi, quand on me dit, avant Isbou, ainsi de suite, tu es né à tout, je dis à Thiès, mais maintenant il n'est pas question. Oui. Tu es né à où, je dis, je suis né à Touba. Parce que vous avez eu une transformation. Dit, voilà, comment on s'est grandi. Oui, oui. Le problème d'appropriation de Touba, comme notre ville, pas de naissance, mais notre ville vraiment. Voilà, comment il a accueilli les villageois, non pas dans le mépris, mais dans l'air, comme quand le prophète venait à Médina, dans l'allégresse et les chansons, mais Touba a accueilli toute la... Comment Touba se développe à partir de la misère créée par l'économie républicaine et créer une ville, une agglomération. Il y a tout un document sur ça. Alors on va revenir sur cette question fondamentale de la place, en tout cas de Touba dans le dispositif général de développement au Sénégal et dans le monde. Mais je voudrais bien revenir sur le prétexte justement qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation de grande journée culturelle chez Ahmadou Bamba, initiée par Hizb ut-Tarqiyyah. Nous avons avec nous M. Ibrahima Keïta, qui est représentant du comité directeur que préside Seigne Atou Diagne, l'initiateur de ce projet-là, et président responsable moral de Hizb ut-Tarqiyyah. Aujourd'hui, nous avons évoqué des problématiques de fond à des niveaux universitaires. Donc il est clair que les chercheurs, ils vont tous avoir envie d'avoir des choses tangibles sur la table, en tout cas, pour ne pas que la chose ne soit théorique. Alors donc aujourd'hui, quelles sont
les dispositifs que vous avez pris au niveau de l'organisation pour pouvoir élargir justement ce champ d'échange-là avec l'ensemble des chercheurs qui vont venir. Exactement, Hassan. S'agissant des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un rendez-vous d'échange culturel. On a prévu de les faire sur 3 jours, les 15, 16 et 17 juillet 2016 à Dakar. Et on a choisi des points vraiment très significatifs de la ville de Dakar pour organiser ce grand rendez-vous culturel, notamment le centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, le stade Demba Diop et la place du souvenir africain où on compte organiser grandes expositions sur le mouridisme. C'est une occasion pour les chercheurs, les étudiants, les élèves, en somme, toutes les populations, de venir découvrir ce personnage d'une dimension extraordinaire qu'est Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'est approprié un nom de fonction, Khadim Rassoul. Et c'est à travers ce nom de fonction qu'il a réhabilité la voie tracée par le prophète et ses prédécesseurs. C'est une voie qui peut aujourd'hui être définie comme un développement durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après 1435 années, nous sommes en train de revivre les enseignements et les valeurs légués par ce prophète de l'islam qui a symbolisé un homme d'État dans toute sa plénitude, comme aussi symbolisé un chef religieux dans toute sa plénitude. C'était une occasion, par son arrivée, de nous rappeler, comme aimait à le proclamer tout notre cher Serigne Saliou Mbacké à chaque fois, à chacune de ces adresses aux populations mourides et musulmanes en général, il aimait à rappeler que l'objet de notre création et de notre séjour terrestre, c'est l'adoration de Dieu. C'est l'adoration de Dieu. Alors j'ai envie de faire un petit bond en arrière pour faire un rappel. 1975-1976, allait naître le Daïra des étudiants mourides. Aujourd'hui, 30 ans. 40 ans, un prétexte pour organiser les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Monsieur Gabougué, je pense que c'est le doyen, en tout cas, autour de cette table-là, alors qui va nous replonger vers ces années-là. Aujourd'hui, le cursus de formation, qu'est-ce que ça vous rappelle, vous, en tant qu'un des éléments de ce Daïra des étudiants mourides-là? J'avais dit tout à l'heure dans le développement industriel qu'une des grandes catastrophes de ce développement industriel, c'était non seulement il augmentait la pauvreté malgré la croissance, il nous robotisait, il n'y a plus de chaleur humaine dans les villes occidentales, il développait la violence, il commercialisait notre pudeur, ce qui était de plus pudique. Et dans l'islam, et ce que les gens se rappellent, le sexe, il le commercialisait, il le rendait vraiment nu. Mais une des fonctions une des malheurs les plus, il nous désaliénait. Et on n'avait pas aujourd'hui, on avait honte d'être nous-mêmes. Parce que qu'on est baï moumer. Et c'est là où Seigneur Abdoulat, qui est aujourd'hui le berceau même de ce Hizbut Tarqiyyah, et qui nous couvait, je me souviens de ces grands moments auprès de lui, de toute la sagesse, qui nous disait que roy amul solo ndax boo royee naar ba jàpp ko poronin lay wooye boo royee tubaab ba jàpp ko gourmet ngay kon doon leen seen bopp. Donc ce mot qui nous a été arraché par le colon, que Seigneur Abdoulat nous a rendu, pour que nous soyons des dignes fils de notre pays, mais non seulement des dignes fils de l'Afrique, mais qui rayonnent le développement. Tout à l'heure, j'ai développé comment de la pauvreté, les Chesseres Touba a produit une richesse pour inonder les grands marchés de Dakar comme Sandaga, même universel. Donc cette usine de transformation de la pauvreté en bien-être, qu'est-ce que c'est? Donc Hizbut Tarqiyyah, aujourd'hui, c'est nous, les plus aliénés de Dakar, avec des noms qui nous subissaient des noms en cravate, et ainsi de suite, partout, et qui n'aimaient pas même retourner dans leur village, et qui s'assimilaient à des valeurs occidentales. Comment Serigne Abdoulat nous a rendu notre moi pour qu'on soit digne. Et je me souviens, dans Hizbut Tarqiyyah, une seule fois que Serigne Abdoulat ne nous a pas reçus, c'est parce qu'on était avec des Marocains. Et heureusement, je pense quand ils ont fait leur autocritique, savoir que Serigne Abdoulat ne veut pas qu'on ait un autre lieu en dehors de nous-mêmes. Et après chaque magal, toutes les richesses, tous les grands richismes du pays venaient nous dire, parce qu'avec la beauté des expositions de Hizbut Tarqiyyah, de Dakar, des étudiants de Mourides que j'ai trouvé en train de le dire, et ils voulaient nous donner des immeubles et tout.
il voulait nous accompagner dans notre développement. Et Seigneur Blad nous disait, ñi nga xam dañoo ñëw pour jàppale leen ëpp na dank suuf. Et en français. Et voilà, tous ceux qui viennent pour vous aider. Oui. En nombre, ils sont plus nombreux qu'une poignée de sable. Et vous savez ce que ça représente, des milliards. Ouais. Mais tous ceux qui pensent que c'est avec une richesse, c'est à qui sont nantis de leur richesse pour penser qu'ils vont faire ce que vous faites. S'ils me demandent l'autorisation, je vais la donner. Je vais leur donner l'autorisation, mais ils ne feront pas ce que vous êtes en train de faire. Alors cela veut dire que... Tous ceux qui pensent que le nombre de talibés qu'ils ont, ils pourront faire ce que vous allez faire. Je leur donnerai l'autorisation, mais ils ne vont pas faire ce que vous êtes en train de faire. Tous ceux qui penseront que par leur compétence, leur savoir, ils peuvent faire ce que vous faites. Je leur donnerai l'autorisation, mais ils n'arriveront pas à faire ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est quelque chose qui vient directement de Serigne Touba. Pour une transformation sociale. Et c'est cette transformation sociale qui commence d'abord par la transformation de l'individu, qui est là. Je pense que Hassan qui est là peut-être, quand je le vois dans les émissions, et quand je vois Mohamed Diop dans les grandes instances mondiales, et nous-mêmes, avec nos bailats et tout, être dans la gouvernance de l'internat, et tous les Sénégalais qui étaient dans ces forums mondiaux, ils devaient qu'ils se départissent de leurs habits africains. Et même pour être dans le Senghor n'acceptait pas qu'on entre au palais avec des habits nationaux. Donc c'est Seigneur Blad qui a enlevé ce mythe de Senghor. En mettant, donc vous voyez le rôle fondamental qui a été joué, et sur ce dit, la transformation sociologique, physiologique et même managériale. Donc sur la conduite même des affaires dans la cité. Alors aujourd'hui, 40 ans après, des générations se sont renouvelées, toujours dans la même dynamique. Et aujourd'hui, on parle quand même de l'organisation des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Il y a toujours eu des journées chez Ahmadou Bamba. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'amène à poser justement la question fondamentale de l'applicabilité de ces arcanes du développement durable dans l'exemplarité mouride. Donc aujourd'hui, cher, vous, en tant que spécialiste du développement durable, quels sont justement ces éléments du monde mouride, en tout cas dans ces différents aspects de développement, qui pourraient illustrer cette approche ou qui pourraient servir de référentiel dans la démarche? Mais Hassan, peut-être c'est ce qui était chargé de faire l'évaluation des OMD, des objectifs du développement du millénaire pour le développement. S'ils avaient visité Touba, bien s'ils avaient mis le focus sur Touba, ils n'avaient pas dire que les résultats étaient mitigés. Parce qu'effectivement, partout, les résultats qu'on a eus, après 15 ans de mise en œuvre, c'est des résultats mitigés, sauf à Touba. Oui, alors comment? Parce que, si on prend l'exemple de la lutte contre la pauvreté, mais il n'y a pas quelque part où on a réussi à avoir des résultats tangibles sur ce fléau, la pauvreté, qu'à Touba. Ici, Gabou l'a dit tantôt, les moins nantis, les vulnérables, on les intègre dans nos sociétés. Ils ne sentent pas la pauvreté. La pauvreté est dissipée lorsque tu mets les pieds à Touba. Parce qu'une fois à Touba, tu deviens propriétaire terrien. Ta maison t'appartient. Parce que la parcelle de terrain où tu dois habiter est mise gracieusement à ta disposition. Si tant est que tu viens des zones rurales, tu étais agriculteur quelque part, la sécheresse a fait que l'hivernage n'était pas au rendez-vous, la production n'était pas au rendez-vous. Il suffit de venir à Touba avec ta charrette, tu peux faire le transport et avoir un revenu journalier de 3 000 francs, avoir chez toi, donc tu élimines ta pauvreté le premier jour, par toi-même. Et ça, c'est l'un des piliers fondamentaux des OMD. Oui. L'accès à l'eau. Ici, l'accès à l'eau est universel. Oui. L'accès à l'eau est universel à Touba. Et ça fait partie des objectifs de ce millénaire-là pour le développement. Oui. L'éducation, pareil. Tous les enfants peuvent accéder à l'école et même gratuitement. S'ils veulent payer aussi, il y a un dispositif qui est là pour les aider à avoir cela. Et je peux citer des exemples sur les 15 objectifs qui étaient divisés au niveau des OMD pour dire que ici, on ne peut pas dire que les OMD ont eu des résultats mitigés. Oui. Ça, c'est d'un. Les ODD qui ont remplacé les OMD, le développement durable, Oui. Touba est parti, sauf peut-être pour l'assainissement, ça aussi, il faut le dire. Oui. Là, il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la ville de Touba pour l'assainissement. Mais en termes d'exemple concret, Khelcom devait être documenté, devait être vulgarisé
doit être mis à l'échelle pour montrer à l'humanité, voilà un exemple réussi de développement durable. Pourtant, lorsque le Khalife avait initié le projet, il y a des ONG, il y a des scientifiques qui avaient titré pour le documentaire, voilà comment on détruit une forêt. En parlant de Khelcom. De Khelcom. Oui. Mais parce que c'était une zone, une forêt classée, où il y avait des activités pastorales qui se menaient, il y avait des activités de restauration, parce qu'on avait classé cette forêt, c'était effectivement pour restaurer, pour préserver des espèces qui étaient menacées. Le Khalife a demandé le déclassement d'une partie de la forêt de Mbégué pour des activités agricoles, mais avec une très forte ambition de restaurer ces forêts. Les pépinières qui ont été mises là-bas, les autorités de ce pays ont dit que c'était la première fois depuis l'époque coloniale qu'une pépinière de cette envergure a été initiée par une personne privée au Sénégal. Et les riverains de la zone ont témoigné avec des exemples patents que les animaux qui habitaient jadis la zone et qui avaient disparu avec les sécheresses justement sont revenus grâce aux actions de reboisement que le Khalife avait initiées au niveau de ces zones. Et il y a eu une transformation fondamentale de cette zone qui a fait que vraiment, si on doit donner des exemples de développement durable au niveau de sur le mouridisme, Khelcom en est une. Khelcom en est un. Donc, il y a aussi quelque chose que moi j'ai retenu dans le discours en même temps de Singabou quand il dit, et c'est vrai que ça fait tilt quand il dit que ce développement est fait par les ruraux. C'est ça. Hein? Oui, c'est quelque chose c'est le paradoxe de Touba, il est construit par des ruraux. Ah oui, ça c'est impressionnant. Justement, je voudrais bien qu'on parle un peu de ce mécanisme de mobilisation par les ruraux pour faire le processus de développement. On est en 1929, on parle de la grande mosquée de Touba. En 1930, c'est quand même la crise. Et comment est-ce que justement il y a eu cette mobilisation pour que aujourd'hui qu'on puisse parler de la grande mosquée de Touba, par exemple, Ibrahima Keita. La grande mosquée de Touba est un cas d'école. C'est ça. C'était une forte mobilisation tant en moyens humains qu'en moyens financiers. Donc, moi, je vais axer mon intervention sur un autre pilier. Cheikh, il a rappelé les 3 piliers qui sous-tendent le développement durable. Il s'est beaucoup appesanti sur la question économique. Moi, je vais beaucoup plus sur la question éthique, sociale. La question éthique sociale, c'est pour régler quoi en fait? C'est pour régler les besoins les plus élémentaires des populations en termes de logement, en termes de santé, en termes d'éducation. Mais prenons le cas de Khelcom encore concernant l'éducation. On se rappelle l'appel du Khalife général Serigne Saliou Mbacké quand il a demandé qu'on lui donne des enfants. C'est la seule personne au monde, en tout cas, qu'on a entendu de vive voix proclamer qu'on lui donne plus de 10 000 enfants avec une prise en charge complète, réglant du coup la question de l'éducation, l'accès à l'éducation pour tous. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces daras? On apprend les sciences religieuses, c'est-à-dire l'enseignement. Au-delà de l'enseignement, il y a l'éducation. Par cette éducation-là, on crée le développement. Parce que par cette éducation, il inclut des valeurs encore de base de l'islam, comme la persévérance dans le travail. Éviter le gaspillage. Et quand on a quelque chose, qu'on sorte la part du Seigneur, c'est-à-dire la zakat, qui est un pilier fondamental de l'islam. Et encore, dans le monde mouride, on a un autre aspect de l'islam fondamental, une valeur qu'on a réhabilitée, c'est-à-dire le sacrifice en don pieux à Dieu. On se rappelle dans ses sermons, il a dit que la pratique du à Dieu, c'était quoi encore le bénéfice? C'était innombrable, les bénéfices. Il en a cité peut-être 3, mais il a dit que ce n'était pas que ça, les bénéfices du à Dieu. Et que ces bénéfices étaient innombrables. Donc, parlant de développement durable, la seule question économique peut amener plusieurs exemples du mouridisme. Singabou a tantôt parlé de ces fils de Dara qui sont sortis et aujourd'hui sont chefs d'entreprise au Sénégal et sont des références. Et qui, dans le schéma classique, n'étaient pas prédestinés à pouvoir faire du résultat. Exactement. Dans la mesure où ils n'ont pas été fruits de cet étalonnage-là. Nous tous, on a subi une éducation de base de type occidental qui te dit qu'après tant d'années d'études, que tu es catégorisé
comme une catégorie A qui doit avoir, après un mois de travail, un salaire fixé à temps. Ça, ce n'est pas le principe enseigné dans les daras. Parce que dans les daras, le premier principe, qui est une doctrine islamique, tirée d'une sentence hadith Qudsi, qui nous enseigne que le prophète a dit qu'il faut travailler dans ce monde comme si on ne devait jamais mourir. Oui. Et prier Dieu comme si on devait mourir demain. Alors, merci Ibrahima Keïta. Je voulais revenir sur la question de la capitalisation. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez tantôt parlé de l'approche théorisée du développement durable à travers des livres, à travers des mémoires, mais que sur la pratique, il y a des résultats tangibles dans le monde mouride. Aujourd'hui, quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit, qui a appelé les peuples des mers, des terres à venir répondre à l'appel du prophète, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on devrait travailler pour que cet exemple, ce bel exemple-là du mouridisme pour le développement durable puisse être justement vulgarisé à travers le monde? Monsieur Gueye. Mais Hassan, je pense qu'on a un projet commun, Mbacké Kadior, Oui. qui donne un exemple. Et je disais dans une émission que nous ne sommes pas dans ces développements, du développement comme à l'Assemblée nationale. Et en général, on a l'habitude de dire que le développement, c'est comme la girafe. Il est difficile à décrire, Oui. mais facile à reconnaître. Tant que tu es dans le débat, c'est interminable. C'est la grande réunion des hippopotames. Quand ils ont fini de tout, il reste plus à faire qu'à dire. Donc voilà. Donc, vous voyez donc, Mbacké Kadior est là. Et ça, c'est toute une satisfaction. Comment aujourd'hui, on est en train de transformer le paysage de Mbacké Kadior, qui est le berceau du mouridisme. Mon dernier voyage à Mbacké Kadior, quand je quitte Diourbel pour venir à Touba, je vois beaucoup de gens qui quittent Sambé pour venir à Diourbel. Lan la ñuy def pour occuper des tâches domestiques qui sont moyennement payées. Donc, quelquefois même. Et maintenant, quand je quittais Mbacké Kadior, Bamba Ngigis, je voyais beaucoup de femmes qui quittent Mbacké Kadior pour venir apprendre. Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? En si peu de temps, à toutes ces femmes qui sont dans les environnements de Mbacké Kadior, on les fait apprendre à tisser les tricots. Plus de 80 personnes déjà, toutes les femmes viennent s'inscrire, à faire des calebasses, à faire un layou, et aujourd'hui, ils vont le revendre dans les loumas. Et à faire de tissage. Donc aujourd'hui, comment aujourd'hui le mouridisme impulse le développement dans sa localité? C'est ça qui est extrêmement important. Oui. Et j'en ai vécu encore à Ross Béthio, l'implantation de Serigne Bassirou, C'est ça. Oui. de Serigne Moustapha Bachir. Oui. Quand il venait, il y avait une armée, les gens étaient pratiquement à couteau tiré, H contre H, les gémis étaient venus parce qu'ils ne voulaient pas de l'implantation de Serigne Moustapha Bachir. Oui. Mais allez-y à Ross Béthio, il a beaucoup d'homonymes là-bas. Oui. Parce que tout ce qu'il récoltait, il le remettait. Il était au service de l'humain. Oui. Et ça, aujourd'hui, tabé. Et être au service de l'humain, il n'y a pas plus disponible que les disciplines de Cheikh Ahmadou Bamba dans le monde. C'est ça. Et aujourd'hui, que ce soit les plus grands riches de ce monde, des pays arabes, et aujourd'hui, les pays arabes, c'est les pays les plus riches du monde, les plus unifiés du monde, mais qui ne sont pas au service de l'islam dans la grande solidarité. Exactement. Et nous, les mourides, quel que soit le phare, même dans la communauté internationale, j'ai été à New York, je termine là-bas, et je dis que vous devez remercier Serigne Touba, beaucoup. Parce que si New York ne vous a pas absorbé, comme ils le faisaient les anciennes générations venues de Sénégal pour en faire des drogués, des rejetés de la société occidentale, c'est parce que vous vivez la vie sénégalaise à cause des Kër Serigne Touba et des daïres que vous vivez là-bas. Ils vivent ils reproduisent la communauté là-bas. Oui. Et le fait aujourd'hui de revivre d'une façon communautaire dans les grandes cités métropolitaines de New York, ça c'est l'avènement du mouridisme avec Seigne Mourtada. Donc, et aujourd'hui, vous voyez que c'est des Sénégalais qui quittent et qui ne sont pas absorbés par l'occidentalisation. Donc c'est une muraille contre cette aliénation. Donc le mouridisme est vraiment un facteur de développement durable. Non seulement l'Occident n'est plus possible, Hassan. Oui. Et comme on ne peut pas penser que tu fais beaucoup de management, tu enseignes à l'université de Dakar. Oui. Moi, je suis un Baye Fall. Donc voilà, on m'a beaucoup appris. Et ainsi de suite. Après la grande école de Hizb ut-Tarqiyyah, je me suis bien mis dans les daras et dans le milieu Baye Fall. Et j'ai appris beaucoup de choses sur non seulement que le moi que Serigne Abdoulaye nous a rendu,
Et mon premier contact avec le Sénégal des profondeurs, c'était à Khelcom. Où vraiment, avec, non seulement il y avait le moi, mais le soi qui est important, il n'y avait plus de différence entre nous et les autres. Ces barrières, imaginez-vous vivre un mois à Khelcom, reconduire les conditions de marché, d'inégalité, tout ce brassage humain. Et ça, je pense que Cheikh Diop en a, c'est des thèmes qu'on ne peut pas épuiser. Donc le mouridisme en elle-même, on peut voir. C'est un phénomène d'universalisation. Les actes de développement ont été posés par Cheikh Ahmadou Bamba, par Mame Cheikh Ibrahima Fall, par les grands khalifs de Serigne Modou Moustapha jusqu'à Serigne Saliou. Et nous, aujourd'hui, notre génération, à l'heure de la digitalisation de nos entreprises, à tout le monde, de la digitalisation, nous devons jouer un rôle. Comment les valeurs, le livre que tu as écrit, Valeurs de paix, ça c'est Serigne Touba qui est à l'origine, quand je lis ce livre. Donc nous devons être des piliers de Serigne Touba, des piliers de développement. Autant les premiers explorateurs sont venus pour voir nos modèles de vie, autant les militaires que nous sommes, les militaires sont venus nous coloniser, autant les Baols qui étaient les explorateurs et qui ont construit les citadelles maintenant du bonheur. Contrairement aux citadelles françaises, les forteresses qui venaient nous coloniser, ces citadelles aujourd'hui qui sont à l'extérieur, Serigne Touba, qui accueillent tout le monde. Et un gars de Guinée-Bissau a dit que je serais mouride. Pourquoi je suis mouride? Parce que quand je suis parti en Libye, je ne savais personne, je pensais que j'allais mourir. On m'a accueilli dans les cœurs de Serigne Touba, on m'a donné à manger gratuitement, on m'a donné du travail jusqu'à ce que je puisse me développer moi-même. Alors ça c'est la Donc nous avons mis des sources de développement, non seulement à Touba, mais nous l'avons mis au Sénégal. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas l'école Serigne Mourtada. C'est un berceau de savoir qu'il faut faire. Comme l'enseignement catholique, c'est dissimulé. Mais il n'y a pas encore dans une ville où il n'y a pas Serigne Touba. Et même au Japon où j'ai été allé, et les mourides vivent dans les communautés. Et dès l'instant qu'on n'est pas décomplexé, dès l'instant qu'on a démythifié, dès l'instant qu'on a le mystère n'existe plus de l'Occident, nous sommes des fervents bourbiers du développement. Et si aujourd'hui on ne développe pas le monde, c'est parce qu'on n'a pas voulu vraiment... Alors vous voyez sur ces images-là qu'on vient de montrer, c'était je pense vers les années 80 où derrière les étudiants mourides justement s'activaient de façon tangible par des actions collégiales pour justement revivre toutes ces valeurs islamiques au sein du daïra des étudiants mourides. C'est un rappel historique. Je vais donc donner la parole à M. Cheikh Diop pour justement donner son dernier mot, parce qu'on me signale que nous avons épuisé le temps, sur la question justement de ces grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Les thématiques sont importantes quand on les énumère, mais il est vrai que l'objectif aujourd'hui c'est de partager ce que nous avons reçu de chez Ahmadou Bamba au nom de l'islam. Hassan, je crois que le promoteur de ces journées voudrait que, au-delà des aspects théoriques qu'on a jadis connus avec les forums, les forats, les conférences, qu'on va vers des aspects, en tout cas tangibles, des aspects concrets à montrer à la face du monde. On est dans un monde globalisé, un rendez-vous du donner et de recevoir. Je crois que c'est des concrets qu'on doit servir aux gens pour effectivement justifier ce que nous crions tout fort, ce que nous croyons en nous-mêmes et ce que nous voulons partager avec les autres. Touba, levier de développement durable. Je crois que ville de paix, il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y en a pas. Le monde ne peut pas se développer sans paix. Les zones où il y a le plus de ressources et qui sont des foyers de tension, vivent les calvaires, en tout cas vivent les misères, vivent les pauvretés les plus acerbes. Donc la paix constitue le fondement, en tout cas, du développement. Il faudra qu'on montre comment l'appel du Cheikh au peuple de la terre, au peuple des mers, est un appel qui trouve un réceptacle en ce terreau qu'il a préparé, la ville de Touba. La ville de Touba peut accueillir toute l'humanité s'ils affluent, répondant à l'appel du Cheikh ici à Touba. Et ça, les journées sont une bonne occasion pour montrer ça à l'humanité. Alors, les journées sont une bonne occasion pour montrer ça à l'humanité. Serigne Ibrahima Keita, votre dernier mot pour l'organisation de ces grandes journées culturelles. Voilà, je lance un appel. Je lance un appel à tous les chercheurs, tous les intellectuels, qu'ils soient d'ici et d'ailleurs, de tous les horizons. Je lance un appel à tout le monde dans une perspective d'inclusion pour venir partager
en tout cas tout ce qui peut être partagé lors de ces grandes journées. Ce sera l'occasion d'organiser des panels qui seront très profitables et qui vont retracer les enseignements de base de l'islam réhabilités par Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous sommes, comme l'a bien dit Cheikh, dans un monde de globalisation, un monde du donner et du recevoir. Et je pense qu'avec l'exemple de Serigne Touba, l'islam a quelque chose à montrer à la face du monde pour donner une réponse, apporter une réponse aux clichés détracteurs, aux clichés falsificateurs qui présentent aujourd'hui l'islam dans le monde comme un islam violent, comme un islam très radical. Je pense que nous devons retourner aux enseignements tels que légués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça, Serigne Touba s'est déclaré le serviteur privilégié qui est réhabilité toutes ces valeurs culturelles de base-là. Merci. Alors, je vous remercie, c'était tout. Je vais juste donner la parole, en tout cas, à M. Gueye pour son dernier mot avant de clôturer. Merci Hassan. Je pense que j'ai amené ce livre exprès, donc les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur que je vais offrir à tous. Oui. Donc qui nous retrace aujourd'hui par le plus grand peut-être européen qui enseigne la complexité sur les nécessités de la connaissance de l'école que nous venons, l'illusion et l'erreur. Oui. Et ça, le grand exemple, c'est les maîtrisards. Comment des maîtrisards qui pensaient avoir un certain niveau de vie parce qu'ils sont bacheliers, ils sont professeurs d'université. C'est des illusions de vie. Et je ne dois pas faire de sous-métier parce qu'il n'en existe pas. Comment enseigner la condition humaine? Comment enseigner l'identité de la terre? Comment enseigner la compréhension? Comment affronter les incertitudes? Ça, c'est le Dara. Oui. Et l'éthique du genre humain, la condition humaine, Nardjou. Et aujourd'hui, c'est un livre qui a été préfacé par l'UNESCO. Oui. Et accompagné, ça fait aujourd'hui avec des vidéos sur le DD, le développement durable. Donc tu es dans l'environnement, vraiment des connaissances acquises dans le mouridisme qui plaçaient l'homme au centre même du développement. Et de ce qui fait aujourd'hui que Touba est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important, qui est aujourd'hui en train de construire autour de la mosquée. La mosquée, c'est quoi? C'est pour tisser la solidarité humanitaire. Pendant 5 jours, des gens doivent se retrouver pour communier, ainsi de suite. Se retrouver encore une fois par mois jusqu'au niveau de la Mecque. Donc, je pense que ça, c'est une contribution de taille. Donc, c'est par votre biais que je vais l'offrir à votre guide moral. Donc, et ça, je pense que c'est un grand... il aime lire beaucoup. J'ai suivi quand on faisait, je faisais pas... la traduction des livres et sur tout ce que ça prenait pour peser les mots, le fait de peser tout ça les mots. Et ça, c'est une contribution de taille. C'est dans les grandes universités qu'on est en train de le faire. Donc, sur le développement durable, c'est l'université de Genève aujourd'hui. Pour voir aujourd'hui l'intégration, les niveaux d'intégration du développement durable dans l'enseignement. Et le premier article, c'est quoi? C'est enseigner les éco-gestes. Les éco-gestes, c'est quoi? C'est Nardjou. Oui. Expliquer le gaspillage. Man gaspillage c'est ñëpp laat moo tax ma ragal ko kuy yàq yàlla dafa bañ ku yàq te ku yàq da lay bañ. Oui. Hein? Oui. Ainsi de suite, tu vois, tout ça, ainsi de vous voyez ça. Oui. Donc il faut qu'on se prépare. Oui. Pour savoir que le monde conduit par les Occidentaux se sont rendus compte qu'ils nous amènent dans l'impasse. Oui. Et nous, qui sommes les disciples de Seigne Touba, nous savons que Seigne Touba nous a conduits dans les voies de la lumière. Oui. Hein? Parce que nous étions dans les ténèbres dans les ténèbres occidentales que nous étions vivre. Au niveau de Dakar, c'était l'alcool, c'était la belle vie, c'était les boîtes de nuit. Comme on nous a délivrés de toutes ces ténèbres sur lesquelles qui nous emprisonnaient dans la vie, le plaisir qui ne conduit nulle part sinon au désastre, donc à des maladies, ainsi de suite. Donc ils nous ont libérés, ils nous ont illuminés pour que nous soyons des responsables sociaux utile à notre société, utile à l'humanité. Il faut que donc ces journées culturelles puissent porter très loin le message et dans des horizons les plus inexplorés. Et aujourd'hui, quelqu'un le dirait dans une image, un Mbaké, dans les pays nordiques, le Sénégal n'a qu'une seule ambassade à Stockholm. Et dans tous les autres, c'était des daïras. Ils s'appuient sur les daïras pour avoir des nouvelles. Donc nous sommes la force vivante de ce pays. Nous sommes l'exploration la plus tangible et la plus profonde, parce que
Et les fonds de nos pays ne nous permettent pas d'être présents massivement dans le monde, mais Seigne Touba nous a permis d'être massivement dans le monde. Et il faut qu'on soit les piliers de développement. Alors, très bien, vous avez déjà en tout cas balisé le terrain pour le contenu de ces grandes journées culturelles. Alors, Seigne Atou, je vous signale que vous avez un ouvrage ici pour vous que je vais vous remettre, Inch'Allah. Alors, c'était tout, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, ici, à travers l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, qui se tiendront à Dakar le 15, le 16 et le 17 juillet 2016 à Dakar. Je remercie tous mes invités, en tout cas, qui m'ont servi un débat scientifique, en tout cas de fond, et qui nous préparent à faire face à tous ces défis-là. À la semaine prochaine. Merci. Grande journée culturelle, Cheikh Ahmadou Bamba, l'antenne hebdomadaire.